en fait, on retrouve plutôt maintenant la dénomination syndrome douloureux régional complexe, ce qui est une dénomination d'algologue anesthésiste par rapport donc à ce syndrome. Ça a été décrit par Ambroise Paré, hein, donc c'est quelque chose qui est connu de très longue date. Vous trouverez beaucoup de synonymes dans la littérature, l'atrophie de Sudeck, l'algodystrophie, c'est le terme le plus usité, la causalgie, les syndromes donc, douloureux régionaux complexes, etc. Les traitements, c'est pareil, ils sont multiples et variés, il y a beaucoup de publications, il n'y a pas de consensus et pas de traitement dédié ou de recommandations actuellement bien établis. Donc, je vous ai remis ici un petit peu tous les synonymes qu'on peut trouver, hein, donc, selon la littérature, la dystrophie sympathique cervicale, dystrophie sympathique réflexe post-traumatique, etc. Donc, bon, voilà, je passe là-dessus. La définition, si on peut définir le syndrome, c'est l'association de signes fonctionnels à type de douleur, des signes vasomoteurs et aussi des signes d'irritation du sympathique et associés habituellement à des troubles sensorimoteurs. Les caractéristiques de ce syndrome par rapport aux symptômes qu'on vient d'évoquer, c'est qu'ils sont totalement disproportionnés en termes d'intensité, tout d'abord, en termes de durée, puisque ça va être une évolution extrêmement prolongée, par rapport au traumatisme initial. L'autre élément important, c'est la notion d'intervalle libre entre le traumatisme et la survenue du syndrome. On reverra l'évolution habituelle caractéristique qui, pour nous, est décrite en 3 phases. Dans la définition du SDRC, on a plutôt 2 phases, mais bon, on reverra ça. Et puis, autre caractéristique, c'est la distribution des symptômes qui est une distribution donc régionale, centrée sur une articulation ou sur des articulations contiguës d'un même membre. Donc, d'où vient la dénomination syndrome douloureux régional complexe? Ça vient d'une conférence de consensus qui date de 1994, qui a essayé de reprendre un petit peu le concept et donc sur des critères qui ont été établis par Stanton Hicks, de définir ce syndrome douloureux régional complexe de 2 types. Le type 1, c'est quand il n'y a pas de lésion nerveuse évidente. On est dans l'algodystrophie, il n'y a pas de lésion nerveuse visible. Le type 2, c'est quand il y a une lésion nerveuse, c'est le cas par exemple des douleurs posostériennes. Donc cette conférence de consensus, c'était une conférence d'algologue, hein, donc c'est une définition d'algologue, de spécialiste de la douleur, et c'est plus une définition rhumatologique. Ce qui est important parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément prises en ligne de compte dans cette nouvelle définition. Donc les critères de classification sont des critères cliniques essentiellement, avec d'une part la notion d'un événement déclenchant, donc un événement douloureux déclenchant ou une cause d'immobilisation. Deuxième élément, la présence d'une douleur qui a un certain nombre de caractéristiques. Elle est continue, elle est permanente, il y a une allodynie, c'est-à-dire avec une hyperalgésie telle que, encore une fois, la douleur est disproportionnée par rapport au stimulus déclenchant. Apparaissent, en plus de la douleur, la notion donc d'œdème, de troubles de vascularisation cutanée, d'anomalies également sudoromotrices qui sont centrées sur la région douloureuse, donc au même endroit. Toujours cette unité de région sur le plan topographique. Et puis donc le dernier point, c'est l'exclusion d'un autre diagnostic. Et en pratique, les 3 derniers éléments sont essentiels. Le premier,
il n'est pas indispensable, comme vous le voyez, parce qu'à l'interrogatoire, on ne va pas forcément toujours retrouver cet événement, même si probablement il a existé, mais dans certains cas, on ne l'a pas. Donc voilà les critères de Stanton-X qui définissent ce syndrome douloureux régional complexe. Encore une fois, c'est une définition algologique. Ce sont des critères de classification. C'est fait pour rentrer des patients dans des études épidémiologiques ou des essais cliniques avec une certaine homogénéité. Donc voilà, cette image ici typique d'algodystrophie du pied avec un œdème extrêmement intense, des troubles vasomoteurs. Et puis on pourrait voir éventuellement aussi probablement des troubles au niveau de la sudation. Alors ces critères qui datent de 1994, ils ont été révisés en 1999 et puis il y aura d'autres révisions ultérieurement comme vous allez le voir qui sont arrivées. Donc on garde la douleur, là c'est le critère numéro 1. Elle n'est pas systématisée à un territoire nerveux, elle est toujours disproportionnée par rapport à l'événement initiateur. On a reclassé les autres symptômes associés par catégorie, des troubles sensoriels, vasomoteurs, sudoromoteurs, de l'œdème, des troubles moteurs ou trophiques. Voilà. Donc il faut au moins un signe par catégorie, sensoriel notamment, et pas d'autre étiologie. Voilà. Donc ce sont les mêmes critères un petit peu plus détaillés avec cette notion de catégorie de signes, alors qu'avant on avait tout mis en vrac dans un seul critère. Nouvelle refonte de la définition, toujours cette conférence de consensus des algologues, donc là ça date de 2004. On reprend les critères, la douleur est continue, régionale, elle est spontanée et ou provoquée, disproportionnée, non systématisée, on rajoute qu'elle est habituellement périphérique parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas sur le rachis. Et on retrouve les différentes catégories, troubles sensitivo-moteurs, on les a rassemblés, troubles sudomoteurs, vasomoteurs, on les a rassemblés, la dystrophie, la notion d'évolution dans le temps qui a été rajoutée parce qu'elle manquait aux éléments précédents. Et puis, en fait, on n'utilise plus tellement la notion de type 1 ou type 2, sauf si vraiment on a une lésion neurologique évidente où on parle de type 2, mais bon, on parle de SDRC en général. Hein, donc le type 1, le type 2, on a un petit peu oublié dans cette conférence de consensus. L'idée de cette nouvelle classification, c'était d'utiliser les critères pour la pratique clinique. C'était pour aussi non plus seulement faire des études, mais avoir des outils pour la pratique clinique. Donc ils ont été testés avec, vous voyez, bon, une sensibilité qui n'est pas trop mal, mais une spécificité qui est extrêmement mauvaise. Hein, 60% de spécificité, vous avez quasiment une chance sur deux de vous tromper hein, si vous faites un diagnostic d'algodystrophie sur ces critères-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend un symptôme dans au moins 3 catégories différentes et un signe clinique dans au moins 2. Bon, voilà, ça c'est pour la pratique clinique. Pour la recherche, on est un petit peu plus exigeant et à ce moment-là, vous voyez que la spécificité, elle est bien meilleure. Un symptôme dans au moins 4 catégories différentes et un signe clinique dans au moins 2. Donc là, on est un petit peu plus exigeant en nombre de signes présents. Donc un petit mot, l'épidémiologie, ça concerne à peu près 26 cas pour 100 000 personnes années. C'est un peu plus fréquent chez la femme et c'est quand même plus fréquent après 50 ans. Hein. Donc ce n'est pas forcément chez les jeunes. C'est plus souvent sur les membres supérieurs et plus souvent sur le membre supérieur gauche. Vous avez peut-être la notion qu'il y a beaucoup aussi de syndrome après infarctus du myocarde et c'est aussi pour ça qu'il y a peut-être plus de cas décrits sur le membre supérieur gauche. Mais ça reste quand même fréquent au membre inférieur et c'est surtout au membre inférieur une évolution qui est souvent plus péjorative qu'au membre supérieur. Qu'est-ce qu'on retrouve en termes de lésions élémentaires? Donc là je vous ai repris quelques images d'histologie. Bon, on ne s'amuse pas à faire des biopsies hein, sur une algodystrophie, mais bon, là, c'est quelques images de la littérature. On retrouve une hypervascularisation, on retrouve une stase vasculaire,
notamment capillaires et veineuses. On retrouve des phénomènes d'hyper-remodelage et on retrouve également cette notion de microfracture qu'on avait vue. Donc c'est un os qui est en hyper-remodelage, mais avec un remodelage qui est plutôt déficient au profit de la résorption osseuse et avec des microfractures qui ne sont pas forcément réparées. Alors, les hypothèses sur le plan physiopathe, ça reste quand même assez obscur. On a beaucoup d'hypothèses, il y a eu beaucoup de théories qui se sont succédées, donc je ne dis absolument pas que celle-là est la bonne. On pense que donc il y a cette notion d'élément nociceptif déclencheur, un traumatisme avec ou sans lésion nerveuse, qui va donc aller stimuler les afférences primaires, et il va y avoir donc une activation anormale du système sympathique par une sensibilisation au niveau médulaire. Cette sensibilisation médulaire qui, à l'origine de la douleur, va elle-même générer une mobilisation anormale, une activité anormale des motoneurones, et engendrer donc à son tour une activité anormale du système sympathique, avec une dysrégulation au niveau sanguin, au niveau sudation, à l'origine de l'œdème, des troubles trophiques. Donc vous voyez qu'interviennent essentiellement donc le système sympathique, la sensibilisation médulaire et la notion donc d'anomalie sur les motoneurones, sur la mobilisation des motoneurones. Donc ça a l'air d'une boucle qui est plutôt périphérique et qui ne ferait pas entrer en jeu le système neurologique central. Sauf que, voilà, il y a peut-être quand même une hypothèse que des lésions centrales pourraient aussi déclencher ce type de phénomène. Donc, ce qui a été retenu sur le plan physiopathologique pour justifier des traitements actuels, sachant que beaucoup de traitements ont vu leur AMM tomber du fait de l'absence de preuves dans la littérature d'efficacité. Donc, ce qui justifie justement ces traitements actuels, qui sont essentiellement des blocs sympathiques, c'est la mise en jeu du système sympathique et d'une boucle de sensibilisation périphérique. Mais il n'y a pas plus de preuves pour l'efficacité de ces blocs que pour les autres traitements. Donc le système nerveux autonome serait à l'origine d'une part de la douleur, des troubles vasomoteurs, des troubles de la sudation, donc ce qui expliquerait une grande partie du tableau clinique, avec donc cette action sur la boucle capillaire et la stase. La stase, l'œdème étant eux-mêmes à l'origine des difficultés à la mobilisation, de douleurs, d'aggravation des troubles vasculaires, etc. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les critères? J'ai essayé de vous les résumer là parce que vous avez vu que ça a beaucoup évolué. Donc je vous ai remis les différentes catégories déjà telles qu'elles sont classées maintenant et les signes cliniques ou symptômes qui sont associés. Donc dans la catégorie troubles sensitifs, il y a les douleurs spontanées avec l'hyperalgésie, à la pression, à la chaleur et l'hyperalgésie somatique profonde. La douleur, elle est spontanée, elle est provoquée à la pression, elle est provoquée à la chaleur, mais il y a cette notion donc de douleur spontanée. Dans les troubles vasculaires, on retrouve une vasodilatation, une asymétrie de température, changement de couleur de la peau. Il y a aussi des phénomènes de vasoconstriction avec du froid, du chaud, de la cyanose, l'ischémie. Dans la catégorie œdème et sueur, il y a le gonflement et puis donc soit l'hyper, soit l'hypohydrose. Et dans les troubles moteurs ou trophiques, on retrouve des tremblements, des dystonies, des faiblesses musculaires, des troubles des phanères, l'atrophie cutanée, voire jusqu'à l'ankylose articulaire. Donc vous voyez que ça peut être
extrêmement variés au niveau des symptômes. C'est pour ça qu'ils ont essayé de les classer par catégorie et de dire voilà, il nous faut au moins un signe dans chaque catégorie et un symptôme dans chaque catégorie. Donc la clinique, c'est ça, hein, généralement la personne vient avec vraiment une douleur qui est extrêmement intense, disproportionnée par rapport au traumatisme qu'elle va rapporter, un pied qui est chaud, qui est gonflé, qui est rouge, qui est suant, qui est moite. Parfois ça, la sueur perle, hein, c'est vraiment assez impressionnant. Donc ça, c'est ce qu'on voit à la première phase d'évolution, quand le patient arrive en phase dite chaude, où on a justement ces phénomènes d'hyperperméabilité locorégionale transitoire. C'est environ sur 6 semaines à 3 mois, avec une douleur qui est vraiment très intense, spontanée, à la moindre mobilisation, à la pression, à la chaleur, et surtout donc liée à l'augmentation du débit sanguin et à la stase. La deuxième phase, c'est plutôt donc la phase qu'on dit froide, avec des phénomènes cette fois de dystrophie qui peut durer plusieurs mois. Plusieurs mois, c'est parfois au-delà d'un an, voire au-delà de 2 ans, avec une aggravation de la douleur, mais cette fois le pied va être froid, il va être cyanotique, il y a des troubles des phanaires, une dépilation, une atrophie cutanée. Il peut rester une hypersudation, voire il peut commencer à y en avoir une hypo, et la fibrose commence à s'installer avec des rétractions qui peuvent être importantes. Et donc la troisième phase, c'est la phase vraiment d'atrophie, qui là aussi peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Les douleurs s'atténuent, hein, donc les patients ont moins mal. Mais il y a des dommages tissulaires qui peuvent s'installer avec l'atrophie sous-cutanée, la raideur, des phénomènes de rétraction et dans certains cas des phénomènes de négligence sur la région qui a été touchée. Donc les 3 phases peuvent se chevaucher, peuvent se superposer. Si on intervient très tôt, on peut éviter peut-être l'évolution vers la 3e phase d'atrophie avec des séquelles, hein, et donc on peut avoir une évolution raccourcie, notamment aux membres supérieurs. Alors, l'événement nociceptif déclenchant, c'est très variable, hein, mais bon, le plus souvent, on retrouve quand même la notion d'un traumatisme. Traumatisme qui peut être une fracture, une entorse, une contusion, hein, parfois assez banale, un choc. Il y a quand même un grand pourvoyeur de syndrome algodystrophique, c'est la chirurgie, notamment orthopédique, mais pas seulement, peut être aussi vasculaire, cardiaque, etc. Donc il faut se méfier dans ce contexte-là. Ça peut être aussi des fractures de contrainte, hein, pas seulement des fractures traumatiques. La grossesse, ça a été décrit pendant la grossesse et notamment sur la hanche. On s'est rendu compte dans certains cas que c'était des fractures en fait, de contraintes qui survenaient sur la hanche chez les femmes enceintes. Ça peut être des causes neurologiques, périphériques ou centrales. Ça peut survenir après des arthrites microcristallines, notamment. Ça peut être sur des affections locorégionales, je vous ai cité notamment l'infarctus du myocarde, pour le membre supérieur et notamment le membre supérieur gauche. Ça peut être sur néoplasie. Et puis enfin, il y a une catégorie donc iatrogène qui donne des phénomènes un petit peu différents avec très souvent d'emblée une présentation de phase froide, c'est-à-dire qu'on n'a pas sur les algodystrophies ou SDRC iatrogènes, on n'a pas la phase chaude. Donc le diagnostic peut errer parce qu'on passe directement à une phase froide de rétraction, par exemple de capsulites rétractiles, qui ont été décrites avec les barbituriques, certains antituberculeux comme l'isoniazide, et puis les antirétroviraux, notamment les antiprotéases. Hein, ça a été très bien décrit avec ces traitements-là. Alors, on parle beaucoup du terrain. On dit tout le monde ne fait pas une algodystrophie. C'est vrai, vous avez vu la prévalence et l'incidence, tout le monde ne fait pas une algodystrophie. Mais en fait, il n'y a pas eu dans les études vraiment la notion d'un terrain
plus favorisant qu'un autre, si ce n'est peut-être, vous l'avez vu, la femme. La femme fait un petit peu plus d'algodystrophie, donc à ce moment-là, il y a forcément des facteurs psychologiques qui doivent intervenir. Donc l'évolution de ces trois phases, comme je vous l'ai dit, la phase chaude, la phase froide, les séquelles, avec donc la possibilité d'avoir des périodes de chevauchement entre les deux phases. Ce n'est pas un jour je suis en phase chaude et le lendemain je suis en phase froide, c'est une évolution transitionnelle. Et puis donc la troisième phase qui peut éventuellement être évitée si le patient a bien été pris en charge. On peut avoir dans la plupart des cas, d'ailleurs c'est ce qu'il faut dire au patient, il faut un peu le rassurer, dans la plupart des cas on a une restitution à l'intégrum. Mais on peut entrer dans une phase 3 et avec des séquelles trophiques importantes. Donc la phase chaude, qu'est-ce qu'on a dans la phase chaude? La douleur qui est déjà présente, on l'a vu avec l'allodynie, je ne reviens pas là-dessus. Elle est loco-régionale, elle est quand même centrée habituellement sur une articulation, le gonflement avec un œdème des parties molles, mais aussi des épanchements articulaires qui sont, quand on les ponctionne, mécaniques. C'est un transsudat, c'est de l'œdème, il n'y a pas de caractère inflammatoire. Et puis donc les troubles vasomoteurs avec la vasodilatation, l'hypersudation. Quels sont les examens qui vont être utiles à ce moment-là? Déjà la biologie, parce que votre biologie elle sera normale. Dans une algodystrophie, je vous ai dit c'est purement vasomoteur, ce n'est pas un œdème inflammatoire. Et donc la biologie, il n'y a pas de syndrome inflammatoire. Et si vous avez la possibilité de ponctionner du liquide sur un genou, une hanche ou une cheville, eh bien vous verrez que le liquide il est parfaitement mécanique. Votre radio, elle ne va pas vous aider parce qu'elle va être normale au début. Éventuellement, vous verrez la tuméfaction des parties molles, mais globalement, c'est tout. Si on y pense et qu'on demande une scintigraphie osseuse, il ne faut surtout pas oublier de préciser avec des temps vasculaires précoces, parce que c'est cette étape-là qui va vous permettre de faire le diagnostic en vous montrant donc une hyperfixation régionale sur les temps vasculaires précoces que vous voyez ici. Donc là, c'est différents clichés pris suite à l'injection du traceur radioactif. Et donc, on retrouve cette hyperfixation qui est régionale. Donc là, c'est une algodystrophie du genou. Ensuite, sur des temps tardifs, on verra toujours cette hyperfixation qui sera loco-régionale, centrée sur une articulation. Et on peut, dans certains cas, trouver une hyperfixation sur les articulations avoisinantes, sus et sous-jacentes, qui peut être asymptomatique. Donc il n'est pas rare, par exemple une algodystrophie du genou, on peut voir une hyperfixation sur la hanche ou sur la cheville et le pied sans qu'il y ait de symptômes locaux. La scintigraphie montrera qu'en fait le phénomène il est vraiment régional. Donc l'IRM, je vous ai pris l'exemple de la hanche parce que c'est plus facile sur une IRM de hanche à expliquer que sur un pied. L'IRM, elle est aussi assez précoce dans les anomalies qu'elle va montrer, sauf que ce qu'elle montre n'est pas du tout spécifique. C'est le problème. Donc vous allez voir un œdème osseux, un œdème médulaire. Cet œdème, il est généralement diffus, il touche toute l'articulation sur ces deux versants et très souvent il va diffuser sur le col, voire sur le massif trochantérien. Donc ça va être différent d'une arthrite qui va rester centrée sur l'interligne articulaire, d'une ostéonécrose qui va être centrée sur la tête et pas toucher l'acétabulum notamment, ou même des fractures qu'on a vu hier, où là aussi ce sera centré sur un des versants articulaires. Le scanner, il peut être un petit peu plus précoce que la radio, mais pas beaucoup. Ce que vous verrez, c'est les signes qui apparaîtront ultérieurement sur les radiographies, c'est-à-dire cette ostéoporose régionale hétérogène qui est dite mouchetée, avec également donc un œdème des parties molles autour. L'évolution donc se fait vers la phase froide, comme on l'a dit, avec des douleurs qui deviennent de plus en plus mécaniques. Au départ, elles sont permanentes, elles deviennent de plus en plus mécaniques. Le gonflement disparaît, mais il peut rester un aspect un petit peu infiltré, comme vous le voyez ici, avec l'effacement
notamment du relief des tendons. Et puis donc on a des troubles vasomoteurs qui persistent, avec cette fois plutôt une froideur, une cyanose qui est volontiers déclive, qui peut être un petit peu inquiétante, et puis toujours donc des troubles trophiques, l'atrophie cutanée, la sécheresse cutanée, la dépilation, des rétractions tendineuses et une raideur qui va être extrêmement invalidante au niveau de la cheville. Au stade de phase froide, donc on est déjà souvent à plusieurs semaines d'évolution, la radio va commencer à montrer des choses. Et à ce moment-là, ce que vous voyez, c'est cet aspect ici de déminéralisation ou d'ostéoporose mouchetée. Le critère négatif important, c'est que les interlignes articulaires sont préservées, donc il n'y a pas d'arthrite. Ça, c'est le diagnostic différentiel. Donc, elle est dite mouchetée, pommelée, tout ce que vous voulez. Ce qui est important aussi, c'est que la corticale, elle est préservée et vous pouvez avoir une déminéralisation en bande claire, sous-chondrale ou épiphysaire, donc que vous voyez bien, qu'on dit en coup de pinceau ou en coup de gomme. C'est comme si vous aviez effacé les travées osseuses avec juste un petit coup de pinceau ou un coup de gomme. Donc toujours les signes négatifs importants, il n'y a pas d'érosion, les corticales sont respectées et les interlignes articulaires sont respectées. D'autre part, cette déminéralisation, elle est loco-régionale. Donc si elle touche la cheville, il y a souvent également une atteinte sur la radiographie de pied, donc il faut la demander. Donc cet aspect de bande métaphysaire ou de déminéralisation sous-chondrale qui est importante. Donc voilà ici quelques exemples avec l'importance d'avoir des clichés comparatifs, toujours, parce que c'est là que vous allez vraiment voir la différence par rapport au côté sain et à l'aspect ici du côté atteint, avec cette déminéralisation qui est vraiment régionale, ça touche la cheville et puis tout le squelette du pied, y compris, bon ça paraît plus trop, là il fait un peu trop clair sur les MTP, et sur les phalanges, le médio-pied, vous voyez, avec toujours des interlignes qui sont préservées, des corticales qui sont respectées, il n'y a pas d'érosion, il n'y a pas d'ostéolyse. À ce stade, la scintigraphie osseuse, elle reste positive un certain temps. Et en fonction du moment où vous allez la faire, soit vous avez encore des signes d'hypervascularisation et d'hyperremodelage avec une hyperfixation, ou au contraire, si vous la faites tardivement, vous avez des signes d'hypovascularisation et d'hyporemodelage et vous avez plutôt une diminution de la perfusion au temps tissulaire et une diminution de la fixation au temps tardif. Donc en fonction du stade, soit vous avez encore une hyper, comme en phase chaude, soit vous avez plutôt une hypo. Donc là aussi, l'hyperfixation à la scintigraphie osseuse, elle est régionale. Donc vous voyez, là c'est une algodystrophie membre supérieur, c'est toutes les articulations qui sont touchées et qui fixent de façon relativement homogène. Pour le pied, c'est pareil, c'est toutes les articulations qui sont touchées et qui fixent de façon homogène. Et donc ça ne peut pas être autre chose en théorie à ce niveau-là. Vous pouvez avoir des hyperfixations sur les articulations aussi sous-jacentes, parfois asymptomatiques encore à ce stade-là. Donc l'évolution, encore une fois, il faut rassurer le patient, le plus souvent ça guérit. Oui, d'accord, le plus souvent ça guérit. Ça peut être long, il faut quand même aussi le dire, 6 à 18 mois en moyenne, mais ça peut aller bien sûr bien au-delà, et notamment au niveau du pied, c'est les formes les plus mauvaises sur le plan pronostic, avec des évolutions assez fréquentes sur 3, 4, 5 ans. Il peut rester des séquelles, soit des séquelles uniquement douloureuses, sensorimotrices, trophiques, et puis dans certains cas, eh bien, on a ces rétractions qui sont extrêmement invalidantes
Et quand il y a des séquelles, c'est quand même très souvent que le patient garde un handicap au moins fonctionnel, avec donc une perte d'utilisation du membre qui peut aller jusqu'à, encore une fois, la négligence complète de la région touchée. Donc là, on voit bien ces rétractions, ces troubles trophiques, la myotrophie, les troubles cutanés, la crocyanose qui persistent. Donc les formes topographiques, je ne vais pas vous en parler longtemps, on va vite se centrer sur le pied. Simplement, j'insiste sur les localisations à la hanche chez la femme enceinte parce que ça peut évoluer vers des fractures vraies. Donc on a eu déjà le cas. Algodystrophie, méfiez-vous, ça peut être en fait des fractures de contrainte avec une évolution qui peut se faire vers une vraie fracture du col. Donc attention. Les formes iatrogènes ou après infarctus, c'est très souvent des rétractions capsulaires et des syndromes sinon épaule-main. Et puis je vous ai dit, bon, ça n'existe pas au rachis pour les algologues, parce qu'ils ne pourraient pas faire de bloc en plus, donc ça serait embêtant si ça existait au rachis, mais on a quand même quelques cas décrits dans la littérature, avec, en tout cas sur le plan de l'imagerie, des aspects assez évocateurs d'algodystrophie rachidienne. Donc quand on dit que ça n'existe pas, c'est comme la goutte, très longtemps on a dit il n'y a pas de goutte au rachis, etc. Bon, avec les progrès de l'imagerie, on en revient. Ça, c'était par exemple l'observation qui avait été décrite avec, vous voyez, cette hyperfixation de tout l'axe rachidien, qui, bon, si ce n'est pas une algodystrophie, ça y ressemble quand même beaucoup. Après, il y a des localisations parfois un petit peu étonnantes. Là, c'est une localisation uniquement à la patella. Voilà, donc avec toujours ce même aspect, les interlignes sont respectées, les corticales sont respectées, l'ostéoporose, la déminéralisation est mouchetée, hétérogène, ça peut être inquiétant, mais attention, il y a des signes rassurants. Ouais, on en vient donc au pied. Donc pied-cheville, c'est vraiment les localisations qui ont un mauvais pronostic. Ça, il faut quand même s'attendre à ce que ce soit pas 6 mois d'évolution, mais plutôt 18 mois, voire 3 ans. Donc plus de 75% des cas, l'évolution en tout cas est de plus d'1 an. Alors qu'une rétraction capsulaire en 6 mois, ça peut être réglé. Là, c'est vraiment une évolution beaucoup plus péjorative. Donc là, par exemple, on devine que ce patient, il a fait une algo suite à une fracture du tiers inférieur du tibia, l'extrémité inférieure du tibia. C'est un patient qui en a eu pour 3 ans, quand même, d'évolution et d'arrêt de travail. Donc au pied, c'est quand même post-traumatique dans 3/4 des cas. Soit c'est un traumatisme direct, mais ça peut être aussi un traumatisme à distance qui se manifeste au niveau du pied. Ce qui est classique, c'est les entorses, les fractures. On voit aussi des contusions locales. Et finalement, à ce niveau-là, la chirurgie, ce n'est pas l'étiologie la plus fréquente. On voit assez peu d'algodystrophie du pied post-opératoire par rapport à d'autres. Par exemple, le genou, il y a beaucoup plus d'algodystrophie post-opératoire au genou que ce qu'on voit au pied. Donc c'est plutôt la chirurgie orthopédique, mais pas que, comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi après une chirurgie vasculaire. Et ça peut très bien s'installer du fait de l'intervalle libre, soit juste après l'événement, soit en fait quand on le prend en charge. Et ça peut être au moment de la rééducation, par exemple, que le patient va commencer à déclencher son algodystrophie. Donc méfiance. Bon, je ne parlerai pas des formes particulières, mais quand même, il y a des aspects un petit peu atypiques qui ont été décrits sur des algodystrophies du sésamoïde avec une déminéralisation un petit peu en cocarde, comme ça, ou en cible. Donc ça a été décrit. C'est pas fréquent, mais il faut savoir que ça existe, l'algodystrophie sur le sésamoïde. Ça a été décrit aussi sur névrome de Morton. Donc là, est-ce que c'est un type 1, type 2, il y a une lésion osseuse, il y a une algo, est-ce que c'est... Bon, voilà. Et puis, ce qu'il faut se méfier sur l'algodystrophie du pied, du fait de la déminéralisation, c'est quand on essaie de reprendre l'appui, l'apparition de fractures secondaires. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que les douleurs, c'est toujours l'évolution de l'algodystrophie. Il ne faut pas hésiter à refaire de l'imagerie
parce qu'on peut très bien voir apparaître des fractures secondaires du fait, on l'a vu, de la déminéralisation, de ces troubles du remodelage avec les microfractures qui peuvent se compléter. Le souci à ce moment-là, c'est que la survenue des fractures peut relancer le processus algodystrophie, on en reprend pour un an. Hein, donc méfiance. Donc voilà encore des exemples ici donc de radiographie avec cette réaction algodystrophique, toujours loco-régionale, hein, donc tous les os du pied ici sont touchés, là également l'extrémité inférieure du tibia de la fibula également, et toujours la conservation des interlignes. Hein. Ça c'est un point important, les corticales également, même si elles sont fantomatiques, elles sont conservées. Bon, ici, c'est après chirurgie orthopédique, vous vous en doutez. Donc, on voit vraiment cette raréfaction osseuse qui est extrêmement importante. Et on imagine bien que si on fait reprendre un appui au patient, il peut déclencher des fractures hein, sur cet os qui est extrêmement raréfié. Quelques formes cliniques un petit peu particulières. Donc les formes plurifocales, c'est très classique aux membres supérieurs. C'est le syndrome épaule-main. Ça ne touche pas le coude, on ne sait pas pourquoi, mais ça touche l'épaule et la main. Hein. Et le coude, lui, il est conservé. Les formes extensives, à ne pas confondre avec les formes migratrices. Donc les formes extensives, ça commence au pied, puis le genou, puis la hanche, hein, ou alors à l'épaule, et puis après, il va y avoir la main. Les formes migratrices, c'est le patient qui va faire une algodystrophie sur un pied, on va le décharger, il va faire une algodystrophie sur l'autre pied, on va le décharger, il va faire une algodystrophie du genou. Et en fait, là aussi, dans certains cas, on peut se rendre compte qu'il y a des fractures de contrainte qui sont apparues par une surutilisation du membre du fait de la décharge. Et puis donc les formes limitées parcellaires, là c'est lié essentiellement à l'imagerie qui nous montre parfois, comme je vous ai dit, l'algodystrophie du sésamoïde ou l'algodystrophie de la patella. À ce moment-là, c'est plus régional, hein, c'est vraiment parcellaire, situé donc sur un seul os ou une région osseuse. Donc il faut se méfier de ces formes dites parcellaires parce que, rappelez-vous par rapport au cours que je vous avais fait hier, ça peut parfois être des fractures de contrainte dont on ne voit pas le trait de fracture. Donc là, c'est l'exemple d'un patient qui est sportif, qui a une douleur de hanche depuis 9 mois. Bon, voilà la radiographie, voilà le scanner. C'est rassurant, hein, il n'y a pas d'anomalie sur les interlignes articulaires. Par contre, on voit une déminéralisation assez régionale. Et donc, en pratique, ce patient a la scintigraphie osseuse et on voit qu'il y a une hyperfixation de la tête qui s'étend sur le col et sur le massif trochantérien, mais qui est surtout donc, localisé. On a parlé de forme parcellaire parce qu'on n'a pas vu de trait de fracture, mais ça pourrait très bien être une fracture de contrainte dont on n'a pas vu le trait. Donc voilà les images en IRM. Et encore une fois, donc c'est surtout sur le T2 qu'on va voir des anomalies parce que c'est de l'œdème. Éventuellement, on peut voir un rehaussement gadolinium du fait de l'hypervascularisation, mais comme c'est surtout capillaire, hein, c'est pas une hypervascularisation, c'est pas une néo-angiogénèse, hein, comme dans par exemple la polyarthrite rhumatoïde ou dans les sepsis. Donc c'est surtout sur un T2 qu'on va voir apparaître des anomalies. Donc on aura aussi éventuellement un petit épanchement articulaire et ce qu'on n'aura pas, c'est que normalement on n'a pas de synovite. Il n'y a pas d'angiogénèse sur la synoviale. Voilà donc un patient avec une forme plurifocale. Il y a la hanche, il y a un petit peu les genoux et puis un petit peu les pieds, puis probablement les épaules. Alors ce patient-là, en fait, il avait une hémochromatose. Et donc dans l'hémochromatose, il peut y avoir une ostéopathie et il avait une forme plurifocale du fait de son hémochromatose. Donc la prise en charge, elle doit être faite le plus tôt possible. Si on intervient très tôt à la phase chaude, on peut réduire l'évolution
dans le temps, et on peut surtout éviter les séquelles. Plus on intervient tard, plus ça va traîner et plus le risque qu'il reste des séquelles au patient est important. Donc, dans l'idéal, on fait le diagnostic le plus tôt possible et notamment donc en phase chaude. Alors, quand c'est dans un contexte post-chirurgical, il faut y penser et il faut quand même aussi faire le diagnostic différentiel avec les autres complications. Avec l'infection, c'est vite fait. On a dit qu'il n'y a pas de syndrome inflammatoire, le liquide est mécanique, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, il y a quand même beaucoup moins d'algodystrophie post-opératoire parce qu'on prend beaucoup plus en charge la douleur post-opératoire. On fait assez systématiquement des antalgiques ou des anti-inflammatoires qui entourent le geste chirurgical, l'analgésie à la demande, éventuellement par pompe. Donc, le fait de gérer la douleur péri- et post-opératoire permet quand même de réduire le nombre de ces algodystrophies post-chirurgicales. Les formes post-traumatiques, c'est très fréquent pour le membre supérieur après les fractures du poignet. Donc là aussi, attention, on peut faire une algodystrophie même si on est immobilisé, voire on en fait peut-être plus si on est immobilisé ou quand on commence les séances de rééducation. Donc attention. La femme enceinte, je vous rappelle le risque de fracture. Le diabétique en fait peut-être un petit peu plus et puis il est peut-être plus à risque de complications trophiques également chez le patient diabétique. L'infarctus et le syndrome épaule-main, ça reste quand même présent, mais là aussi, on gère mieux la douleur de l'infarctus. Il y a maintenant une prise en charge systématique par morphinique. Ce qui est assez classique, c'est quand même un intervalle libre qui est assez long après l'infarctus. Et comme le patient il a eu un infarctus, il va commencer à avoir mal dans l'épaule et dans le bras, vous imaginez bien ce à quoi il va penser au début. Donc il va penser qu'il fait des crises éventuellement d'angor. Et il faut savoir faire le diagnostic là aussi de cette symptomatologie. Les atteintes sur hémiplégie, alors est-ce que c'est un type 1, un type 2, on ne sait pas, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des algodystrophies sur les membres paralysés. Et là aussi, il y a un intervalle libre qui peut être assez long, qui aggrave en fait la déminéralisation de l'hémiplégie et qui expose aussi à un risque de fracture. Attention. Bon, les causes médicamenteuses, on en a déjà parlé, avec l'absence souvent de phase chaude et de douleur, plutôt vers une phase de rétraction. Donc le diagnostic différentiel, le gros diagnostic différentiel, c'est ce qu'on a vu hier, c'est les fractures de contrainte, à la fois sur la clinique, sur le contexte et sur les examens d'imagerie, notamment sur l'IRM, avec cet œdème médulaire qui est tout à fait aspécifique. Donc attention quand on parle d'algodystrophie parcellaire, que ce ne soit pas en fait des fractures de contrainte qui soient masquées. Les ostéonécroses, les arthrites septiques du fait de la localisation centrée sur l'articulation, mais encore une fois on a vu les signes négatifs. Et puis voilà, je le mets parce qu'on avait eu quand même une série de cas. Bon, on voit beaucoup moins d'algodystrophie maintenant parce qu'elles doivent partir directement chez les anesthésistes pour des blocs, mais il était assez fréquent que les patients, ils ont une algo, on leur mettait des attelles, des orthèses de genoux, etc. Et je te serre et je te garotte, et plus je te garotte et plus ça gonfle, et plus il y a des troubles trophiques, et plus ça a aggravé les choses. Et c'était... alors je n'ai pas retrouvé la scintigraphie osseuse de cette patiente, mais c'était assez étonnant parce qu'en fait à la scintigraphie, on voyait l'hyperfixation de tout le membre, des parties molles avoisinantes, et on voyait que ça s'arrêtait en haut de l'attelle, là où la patiente elle se garrottait avec son attelle. Donc il n'y avait absolument rien, donc il y avait une limite vraiment très très nette qui montrait la zone de garrot. Diagnostic différentiel plus spécifique pour le pied que je vous ai remis là, c'est les thromboses vasculaires, la goutte, sur le caractère hyper douloureux,
très œdémacié, etc. Mais encore une fois, dans l'algo, pas de syndrome inflammatoire. L'ostéomostéoïde pour l'hyperfixation, parfois très intense. Et puis, pour la phase froide, c'est l'insuffisance d'appui. Un membre qui décharge, il y aura moins de remodelage, il y aura moins de captation aussi autant tissulaire. Donc, l'éviction d'appui, il y aura une hypoperfusion du membre. Donc, au bout d'un moment, on ne sait plus si c'est parce que le patient n'utilise plus son membre ou si parce que l'algodystrophie évolue encore. Diagnostic différentiel, on l'a vu, les fractures de contrainte avec des hyperfixations qui peuvent être parfois assez diffuses et surtout quand les fractures sont multiples, donc poser la question d'une algodystrophie associée. L'œdème est généralement plus localisé, hein, rappelez-vous, et normalement il n'y a pas les troubles de la sudation ou les troubles vasomoteurs. L'ostéomostéoïde, donc ça c'est un cas un petit peu atypique qu'on a vu, donc avec une, vous voyez, la fixation elle est centrée sur l'articulation alors qu'en fait l'ostéomostéoïde il était dans le talus. Hein. Et là c'est le scanner qui a permis de faire le diagnostic. En IRM à l'époque on ne l'avait pas vu. Les lésions tumorales, ça existe. Hein, donc voilà, ça c'est une des observations qu'on a vues avec une atteinte tumorale métastatique ici du médio-pied et d'une partie de l'avant-pied. Donc ce qui doit attirer l'attention, c'est que là la déminéralisation elle n'est pas du tout identique partout. Hein. Il y a des os qui sont respectés, ce n'est pas le cas dans l'algodystrophie, c'est vraiment diffus et régional. Et puis là, les corticales ne sont pas respectées. Ou alors, éventuellement, dans les syndromes paranéoplasiques, où on peut avoir des anomalies donc de remodelage osseux qui peuvent être diffus, qui peuvent en imposer éventuellement pour des algos. L'arthrite septique, là aussi, à ne pas confondre bien sûr avec l'algodystrophie. La différence, encore une fois, il y a des érosions, il y a des destructions articulaires, il y a des destructions corticales. Même si l'atteinte est diffuse, hein, elle n'est pas non plus généralisée à tout le squelette du pied. Et puis, on voit bien qu'il manque des substances osseuses. Les diagnostics encore différentiels, c'est les pseudo-condensations osseuses et notamment, donc, ce qu'on décrit toujours, c'est l'ostéopécilie avec cet aspect d'os un peu léopard. Hein, donc là, ce n'est pas une déminéralisation mouchetée, c'est une ostéocondensation tachetée. Hein, donc c'est un petit peu différent. Et puis, dans la phase précoce du Paget, on peut avoir un aspect de déminéralisation osseuse qui peut parfois en imposer pour une algo. Mais là encore, il y a des éléments qui permettent de différencier, notamment les anomalies des corticales, des travées osseuses, ce qu'on ne voit pas dans l'algodystrophie. Un diagnostic parfois un petit peu plus compliqué, c'est les ostéoarthropathies nerveuses, parce que là, le pied, il est souvent gonflé, il y a des troubles trophiques, il y a des troubles sensorimoteurs, et là, on est un petit peu plus embêté. Là encore, ce qui doit attirer l'attention, c'est qu'on a affaire à des ostéoarthropathies, et donc là, les articulations ne sont pas conservées, elles se détruisent. Donc il y a une déminéralisation, il peut y avoir des fractures d'ailleurs qui viennent compliquer l'évolution, mais les structures osseuses ne sont pas préservées, notamment les structures articulaires non plus. Donc dans les syndromes paranéoplasiques, le syndrome de Pierre-Marie Effoy avec donc cette ostéoarthropathie hypertrophiante, vous voyez que les appositions périostées, ce n'est pas ce qu'on voit dans l'algodystrophie. Hein, donc on peut avoir une déminéralisation diffuse, une atteinte qui est diffuse, mais on a ces appositions périostées qui doivent normalement attirer l'attention par rapport à l'algo où on n'a pas de modification des corticales, elles sont normales. Alors, je vous ai laissé ça, c'est par rapport au contexte post-opératoire. Quand est-ce qu'il faut choisir de faire une scintille, une IRM ou un leucoscan dans le cadre d'une symptomatologie qui survient après l'événement déclenchant. Et il n'y a qu'une indication éventuellement pour le leucoscan, c'est quand il y a notamment du matériel.
hein, parce que ça va gêner l'IRM. À la scintigraphie, l'hyperfixation autour du matériel, ça peut rester très 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 longtemps. Donc à partir du moment où il y a du matériel dans une articulation, il ne faut pas hésiter à aller jusqu'au leucoscan. C'est la seule indication qui reste de l'examen pour être sûr que c'est de l'infection et que ce n'est pas soit un hyperremodelage, soit autre chose. Voilà, donc la scintille, c'est intéressant parce que ça peut permettre éventuellement de faire le diagnostic de formes multiples, de la lésion initiale, si on voit la fracture associée. Sinon, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à faire, bien sûr, des IRM. Si on l'a fait trop tôt, l'IRM, on n'aura pas forcément d'informations, hein, donc attention. J'en viens au traitement, et le traitement, il n'y a pas du tout de gold standard, hein, donc on est très embêté. Il y a 20 ans, c'était simple, l'algodystrophie, on mettait de la calcitonine. Si on arrivait assez tôt, ça marchait plutôt bien. C'est sûr que si on mettait de la calcitonine sur une phase froide, ça faisait absolument rien, hein. Par contre, si on en mettait sur une phase chaude, très précocement, 3 à 6 semaines de traitement et l'évolution se faisait généralement dans le bon sens. Il y a des chirurgiens qui continuent à l'utiliser parce que voilà, dans un contexte post-chirurgical, si le diagnostic est fait tôt, ça peut encore très bien marcher, mais il n'y a plus de recommandations, hein, il n'y a plus d'AMM, il n'y a plus de recommandations. Alors pourquoi? Parce que la calcitonine, donc, ça a une action sur le remodelage osseux, hein, c'est un traitement qui a été utilisé même à un moment donné dans l'ostéoporose. Mais surtout, comme c'est des produits synthétiques ou dérivés d'animaux, c'était très allergisant et très mal toléré. Donc le rapport bénéfice-risque n'a pas été jugé favorable, sachant que vous avez vu la difficulté d'établir des critères de classification pour inclure des patients dans des études, dans des essais. Donc il n'y a jamais eu d'études correctement menées dans l'algodystrophie pour quelque traitement que ce soit. Par contre, il y a des fondamentaux dans la prise en charge thérapeutique, il faut qu'elle soit la plus précoce possible, hein. Donc il faut évoquer le diagnostic, on peut utiliser des traitements généraux mais aussi locaux régionaux, de la rééducation et surtout de la prévention, soit des formes initiales, soit des récidives chez des patients qui en ont déjà fait. Donc pour les formes initiales, je vous ai dit, ce qu'on fait, c'est qu'on traite beaucoup mieux maintenant la douleur périopératoire, la douleur péri-infarctus, et ça diminue par là même le nombre de patients qui vont faire une algodystrophie. La prévention secondaire, on va voir en quoi ça consiste. Donc l'objectif, le premier objectif, c'est lutter contre la douleur. En fait, la douleur, c'est le phénomène qui entretient ce cercle vicieux de stimulation du sympathique, etc. Donc ça, c'est le point fondamental. Il ne faut plus que le patient ait mal. Et là, tous les moyens sont utiles. Limiter l'œdème. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'œdème, la stase, ça va aggraver la douleur, ça va aggraver les troubles vasculaires et donc ça entretient aussi le phénomène. Donc, tous les moyens de lutter contre l'œdème sont importants. Et puis enfin, ce qu'on veut, c'est empêcher les séquelles, donc empêcher l'enraidissement au niveau de l'articulation douloureuse. Donc généralement, c'est une prise en charge qui est multidisciplinaire. Ça passe quand même par une information du patient. Alors il faut le rassurer parce qu'il va aller sur les forums, il va voir des gens qui vont témoigner de durée d'évolution de 5 ans, qu'ils n'ont jamais retrouvé une vie normale. Il y a eu des patients qui se sont fait amputer sur les algodystrophies post-chirurgicales ou post-traumatiques, hein, ça peut aller jusque-là. Donc surtout rassurer le patient, l'informer sur l'évolution prévisible, sur les notions qu'on connaît, à savoir que la douleur, tout ce qui est douloureux va entretenir le phénomène ou redéclencher le phénomène, que tout ce qui va favoriser la stase et l'œdème, là aussi, va entretenir et aggraver les choses. Et puis, l'information, ça passe aussi par le fait de dire à un patient qui va se faire opérer d'une fracture, d'une arthroscopie du genou, eh ben, que l'algodystrophie est une des complications prévisibles,
que s'il a les symptômes de douleur, eh bien, il reconsulte le plus tôt possible de façon à le prendre en charge. Donc, un principe, c'est la règle de la non-douleur. Et vous mettez ça sur vos prescriptions, notamment pour le kiné, c'est ce que met aussi le rééducateur, c'est ce que doit mettre le médecin traitant. Il y a une règle, c'est que la prise en charge ne doit pas être douloureuse. On ne doit pas déclencher au patient des douleurs. Il faut être précoce et il faut essayer malgré tout de garder une mobilisation, d'éviter les attitudes vicieuses et en même temps donc de drainer l'œdème. Donc ça veut dire que ok, on ne doit pas être douloureux, mais on ne va pas non plus le laisser sans rien faire sur cette phase-là. Hein, il y a quand même des actions qu'on peut mettre en place. Le but, donc, c'est de préserver la fonction et d'éviter l'exclusion fonctionnelle du membre. Il y a vraiment des phénomènes de négligence qui peuvent apparaître. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre l'œdème, contre ces phénomènes? Eh bien, on utilise notamment les bains écossais. Donc, le patient trempe alternativement la région douloureuse dans un bain chaud, dans un bain froid, dans un bain chaud, dans un bain froid. Ça fait une espèce de choc thermique à chaque fois. Le but étant de stimuler la vascularisation et de lutter contre ces phénomènes d'œdème et de stase. Donc, il n'aime pas forcément le patient. Ce qu'on va faire également, c'est des drainages, lutter contre l'œdème. Donc, on va drainer le plus possible, surélever le membre, voilà, donc tout ce qu'on peut utiliser pour limiter la stase. Et puis, on va quand même faire des mobilisations, même si on est en phase douloureuse. Donc, on fait des mobilisations douces, en respectant toujours la règle de la non-douleur, et on essaye de conserver un maximum de fonction sur cette période douloureuse. Pour le membre inférieur, on travaille en décharge, donc deux cannes anglaises, pas question d'un appui au début, mais on peut quand même travailler sans appui, donc en balnéo par exemple. Donc il y a des activités qui peuvent être faites en piscine notamment, etc., en immersion. Donc, normalement, les patients ne sont pas hospitalisés, sauf cas extrême, mais globalement, les patients ne sont plus hospitalisés. Ils l'ont été, il faut savoir, à un moment donné, on avait des algodystrophies qui étaient hospitalisés dans le service. L'idée, c'est de faire de la rééducation de façon pluriquotidienne, que le patient ait des exercices à faire. Ce n'est pas un quart d'heure dans la journée, il faut qu'il refasse des exercices de façon pluriquotidienne et il faut surtout le surveiller de façon très attentive sur cette période-là. Après, on peut mettre tout ce qu'on veut pour le soulager, les antalgiques, la calcitonine, je vous ai dit que certains continuent à l'utiliser, de la corticothérapie locale, générale, et puis donc les blocs qui sont utilisés par certains anesthésistes. Donc sur cette phase-là, on va essayer de mettre tout en œuvre pour essayer de soulager le patient. Dans certains cas, on met des antidépresseurs à visée antalgique, et puis on verra qu'on peut aussi mettre des traitements locaux. En phase froide, donc il y a moins de douleur, mais le patient reste fragile, et si vous redéclenchez des douleurs, vous pouvez repartir sur un cycle de phase chaude. Donc la règle de la non-douleur, elle est encore valable à ce moment-là. On va essayer de posturer le patient avec des appareillages, de faire un travail d'ergothérapie pour récupérer l'appréhension et de gagner de plus en plus dans les mobilisations articulaires. On peut continuer toujours les bains écossais, surtout s'il y a des troubles vasomoteurs et trophiques. Dans certains cas, mais vous imaginez que le chirurgien, il a jamais trop envie d'y aller, mais quand on arrive à des phases donc séquelaires, de rétraction, etc., dans certains cas, on va faire une chirurgie d'arthrolyse ou de ténolyse des chaînes digitales. Mais bon, faut être courageux pour opérer sur un patient qui a des séquelles d'algodystrophie, et on le fait rarement.
Donc les traitements généraux, c'est essentiellement donc, les antalgiques, mais d'autres traitements ont été évalués dans l'algodystrophie. On a parlé de la calcitonine, il y a eu des essais avec des bêta-bloquants, il y a eu pas mal d'essais avec des biphosphonates qu'on continue à utiliser encore de temps en temps en phase chaude. Et en ce qui concerne les traitements locaux, bon, les infiltrations dans les syndromes épaules-mains et les capsulites rétractiles, c'est assez classique. Les blocs, je vous en dirai un petit mot, la rééducation. Alors, les antalgiques simples, ça marche quand même pas très très bien parce que les douleurs, vous avez compris que bon, elles sont d'origine multiple, mais il y a quand même une part qui est d'origine neurogène. Hein. Donc, sur les douleurs neuropathiques, on sait bien que les antalgiques 5, ça marche pas très bien. Que les anti-inflammatoires, ben, c'est pareil, hein, ça marche malheureusement pas très bien non plus. La corticothérapie, honnêtement, par voie générale, on ne l'utilise pas en France. C'est beaucoup utilisé par les anglo-saxons. Ils mettent une cure courte de corticoïdes sur les algodystrophies. On ne voit pas très bien quel est le principe. Autant dans une rétraction capsulaire, bon, on a quand même quelques éléments de preuve. Autant là, on ne voit pas très bien pourquoi ça marcherait. Je vous dis un petit mot sur la calcitonine. Donc, nous, on ne l'a jamais eu en France, hein, la voie nasale, mais ça a été commercialisé en Italie notamment, en Angleterre. Toujours est-il qu'on a toujours préféré la voie sous-cutanée. Ça a une action sur le remodelage osseux, comme les biphosphonates, et c'est par cette action donc sur le remodelage osseux qu'on pensait que ça fonctionnait. Mais en fait, ça avait aussi une action antalgique vraie sur les mécanismes de l'algodystrophie. Donc on utilisait les calcitonines plutôt d'origine animale parce que ça marchait mieux, mais c'était très très mal toléré, très allergisant par rapport à la cibacalcine qui était une calcitonine de synthèse humaine qui était un peu mieux tolérée mais qui marchait moins bien. Donc en pratique, l'impression c'est que moins c'était toléré et plus c'était efficace. Hein. Mais quand on dit que c'était mal toléré, ça donnait tout de suite après les injections des flushs, des céphalées, des nausées, des vertiges, des vomissements. Donc on faisait plutôt les injections le soir au coucher avec le repas pour limiter ces effets secondaires. Et on partait sur donc 3 semaines de traitement quotidien. Et ensuite, on espacait un peu les injections sur les 3 semaines suivantes. L'AMM, le retrait de l'AMM, c'est il y a 10 ans. Hein, donc, depuis 2004, l'AMM a été supprimée. Mais jusqu'en 2004, il y avait encore une AMM pour l'algodystrophie sur ces formes de calcitonine. Et donc, certains chirurgiens l'utilisent encore parce qu'ils ont l'expérience que ça fonctionnait. Les bêta-bloquants, il n'y a encore pas d'AMM, ce n'est pas non plus anodin. On utilise assez souvent le propanolol, comme dans d'autres affections, quand on ne sait pas trop pourquoi. Hein, bon, mais pas de preuve d'efficacité, mais c'était sur le principe qu'il y avait une action sympatholytique et anxiolytique sur un terrain un petit peu prédisposant. Les biphosphonates, donc là ça reste quelque chose qu'on utilise encore de temps en temps avec une molécule qui n'a pas d'AMM hein, dans cette indication, donc c'est plus sur la base de publications qui ont été faites qu'on l'utilise. Mince, l'image ne s'anime plus, désolée. Donc, c'est des études ouvertes hein, essentiellement qu'on a dans l'algodystrophie à notre disposition. Il y avait plusieurs schémas thérapeutiques qui ont été proposés. Ce qu'on fait le plus souvent, c'est une perfusion de 60 mg 3 jours de suite, un peu comme ce qu'on fait après fracture vertébrale, en espérant avoir un effet antalgique. Ce qui est certain, c'est que quand c'est fait à la phase chaude, ça a un effet sur le remodelage osseux et ça peut avoir effectivement une action antalgique par ce biais-là.
Bon, après, tranquillisant, anxiolytique, tout ça, c'est plus le besoin de rassurer le patient qui est dans une espèce de spirale infernale et qui est souvent très handicapé. Mettre en place éventuellement un soutien, une aide psychologique. L'arrêt de travail, malheureusement, il est souvent prolongé aussi. Bon, après, on a utilisé plein de choses. Je vous les cite parce que, voilà, hein, ça a été signalé. La griséofulvine, les vasodilatateurs en phase froide. Voilà, on a tout essayé parce qu'il n'y a rien qui fonctionne. Hein, donc, quand c'est comme ça, on utilise tout. On en vient aux traitements locaux. Avec quand même peut-être quelque chose d'intéressant, c'est les topiques locaux. Et pourquoi on a utilisé des topiques locaux? Parce qu'on savait que le fait de faire des injections locales d'anesthésique, ben, ça soulageait le patient. Enfin, c'est pareil, vous avez une rage de dents, on vous fait une anesthésie, ça vous soulage. Hein, c'est pas non plus tellement étonnant. Donc le Versatis, c'est quand même de la lidocaïne, c'est un anesthésique. Donc l'application locale peut permettre au patient d'avoir un répit. Il faut savoir que l'AMM, c'est le type 2 normalement, les douleurs post-zostériennes. Mais ça marche quand même relativement bien dans certaines formes d'algodystrophie. Bon, l'EMLA c'est pareil, hein, c'est un anesthésique local, donc avant le Versatis, on pouvait très bien utiliser l'EMLA. Et puis d'autres anesthésiques locaux. Dans certains cas, ils peuvent mettre une pompe avec un petit cathéter local, hein, les anesthésistes. Les blocs, donc là encore, les blocs, c'est vraiment à la mode depuis la refonte de la classification des syndromes douloureux régionaux complexes. Donc là aussi, les blocs, on a un petit peu toutes utilisées. Je vais passer là-dessus parce qu'en fait, elles ne s'animent plus. Voilà. Donc je vais vous passer celle-là plutôt. Donc les blocs, on a à peu près tout utilisé. La guanétidine, la réserpine, l'atropine, la cantocérine, phentolamine, la clonidine. Voilà, hein, donc on a injecté un peu tout ce qui était possible. Vous voyez qu'il y a quelques études qui ont été faites avec ces produits-là contre placebo, avec des schémas posologiques variables, et vous voyez que la plupart des études sont quand même négatives. Hein, il y a quelques études qui sont positives, mais par exemple, voilà, là il y a une étude positive à cette posologie-là, toutes les autres sont négatives, donc on peut se poser des questions. Ici, bon, là c'était positif, mais bon, le bréthylium, la cantocérine et la phentolamine, c'est des anesthésiants puissants qui donnent beaucoup de complications, notamment tensionnelles, donc on ne les utilise pas en pratique. Mais quelqu'un a mal, vous l'anesthésiez, il a plus mal. En même temps, ça n'a rien non plus d'étonnant. Hein. Voilà. Donc la calcitonine avec une étude qui était positive pour la calcitonine intranasale, mais bon, ça n'a pas suffi pour conserver l'AMM. Là, c'est des injections épidurales pour la clonidine qui marchaient, ce n'est pas par voie périphérique ou locale, hein. Donc en injection épidurale, c'est déjà un petit peu plus lourd. Puis vous voyez que pour les biphosphonates, on fait du pamidronate, mais que finalement, l'étude qui était positive, c'était celle qui avait été faite avec la landronate IV. Sauf que la landronate IV, on n'en a pas, donc on prend du pamidronate. Donc vous voyez qu'il y a quand même peu de preuves dans la littérature d'efficacité des différents traitements qu'on utilise. Les blocs au buflomédil, ça s'est fait pendant très longtemps. Maintenant, ça ne se fait plus, hein, puisque le produit a été retiré, mais ça se faisait de façon assez habituelle, d'autant plus que ce n'était pas réservé aux anesthésistes, parce que le fonzinane est un vasodilatateur, donc ça pouvait être fait par des non-anesthésistes. Donc en pratique, on faisait 3 à 4 blocs, on prenait un relais Péros, mais voilà, après, c'était interdit, donc on ne l'utilise plus. La guanétidine, donc, c'est encore fait dans un certain nombre d'endroits, ce n'est pas forcément utilisé en France. Là, c'est vraiment un bloc qui se fait en salle de réveil, hein, parce que le produit a une activité sympatholytique, hein, donc ce n'est pas cette fois-ci anodin.
Donc ça, c'est un bloc qui est fait en post-ganglionnaire. Et puis donc, la majorité des choses qu'on utilise, c'est les blocs pré-ganglionnaires ou ganglionnaires, où on met en fait un anesthésique local au niveau de la chaîne ganglionnaire. Donc normalement, c'est réservé aux formes rares d'algodystrophie résistantes aux autres thérapeutiques, sauf que comme il n'y a plus de thérapeutique actuellement, il n'y a quasiment plus que les blocs qui se font. Donc là, on avait des chiffres. À la clinique d'essai, ils font 5000 blocs par an. Je ne sais pas où ils ont les patients, mais ils font 5000 blocs par an pour algodystrophie. Et puis donc, je vous dis, des fois, ça conduit à des choses extrêmes. Donc, il y a eu des sympathectomies qui ont été faites chez des patients qui avaient des douleurs absolument insupportables. Mais bon, comme on n'est pas très sûr du rôle du sympathique, c'est quand même pas anodin. Donc, attention à ces choses-là. Bon, les bains écossais, j'en ai parlé, la pressothérapie, les massages, les drainages, le TENS que je voudrais rajouter. Et puis, donc, ce qui est intéressant, c'est ce travail qui est fait maintenant par les rééducateurs en protocole miroir chez les patients qui ont des troubles fonctionnels ou de négligence d'un membre. Donc, le membre malade est dans une boîte noire. Et en fait, le patient voit le reflet de son membre valide qui travaille et donc il recommence aussi à travailler sur le membre qui était négligé. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui marche assez bien, notamment sur les syndromes épaule-main. Alors, voilà, je terminerai là-dessus parce qu'il y a eu des études avec le baclofène qui est un traitement très très à la mode. L'intérêt, c'est que, bon, ben voilà, c'est un produit qui est antispastique, qui est déjà utilisé dans les dystonies secondaires des algodystrophies qu'on voit chez certains patients qui ont des séquelles, où effectivement on a une très bonne efficacité sur les dystonies. Il n'y a pas eu d'évaluation des autres symptômes. Mais pour les phases tardives avec des séquelles, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Bon, après, vous voyez les études, contrôlées contre placebo, oui d'accord, mais bon, avec un effectif inférieur à 10, c'est quand même pas terrible. Et donc, le traitement préventif, ben, c'est essentiellement ça. Donc, chez quelqu'un qui a déjà fait une algodystrophie, qu'on doit réopérer, ce qui a fait ses preuves, et très honnêtement, vous voyez que c'est des études quand même qui sont avec des effectifs un petit peu plus sérieux, donc ça a l'air quand même assez raisonnable, c'est la vitamine C. Donc là, c'était sur des fractures du poignet. Et dans le groupe qui était traité par vitamine C, 7% d'algodystrophie, 22%. Je vous avais montré que c'était 21% dans les fractures de protocole, donc c'est ce qui est attendu, 22% dans le groupe témoin. Voilà, donc retenez essentiellement donc en prévention la vitamine C, ça paraît quand même assez intéressant et c'est fait, régulièrement c'est fait. Donc vu la fréquence après fracture du poignet, certains chirurgiens font même un traitement systématique préventif.